Yo, salut à tous, re-petit upload de la review de Santia Show épisode 5, puisque la Toei a tout simplement bloqué mes vidéos dans le monde entier, puisque j'ai eu le malheur d'utiliser en tout et pour tout 12 secondes d'image pour illustrer mes propos. Donc les amis, je suis navré, afin de pouvoir continuer à faire ces reviews, je vais vraiment devoir me limiter au print screen. Merci la Toei, c'est reparti pour le re-upload de Santia Show épisode 5. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle review sur l'anime Santia Show de Saint Seiya. On va bien sûr s'attaquer à l'épisode 5, un épisode vraiment monumental pour le coup. Mais juste avant de commencer, on va vite procéder au tirage au sort pour voir qui est l'heureux gagnant du compte ADN. Il suffira qu'il me rejoigne sur le Discord et qu'il vienne en privé. On fera une double vérif et je lui donnerai le code pour avoir accès à la plateforme ADN et pouvoir voir Santia Show mais aussi tout le reste. Pour participer, il suffisait de commenter la dernière review. On va faire le tirage ensemble pendant la vidéo. J'ai chargé la vidéo, donc les commentaires. Il y a 27 commentaires. On est parti. Randomly pick a winner. Et c'est Jean-Louis Wang. Félicitations à toi, Jean-Louis Wang. Yes, l'abonnement est de nouveau en jeu. Oui, et c'est toi qui l'as gagné. Je t'invite donc à me rejoindre sur le Discord. Ceci étant dit, on va attaquer la review. L'épisode 5 de Santia Show, le début du tournoi galactique. On va faire une chose dès maintenant, on va arrêter de comparer au manga de manière très dure, tout simplement parce qu'il commence vraiment à y avoir trop d'écart en termes de temporalité et en termes d'événements. Les événements, les fils conducteurs sont les mêmes, mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le manga, comme ça a déjà été dit. Mais là, on va voir que si ça pesait un petit peu, notamment sur le dernier épisode, là, pour l'épisode 5, ça ne pose pas spécialement de problème. On va donc plutôt regarder si les choses sont bien amenées, si c'est bien cohérent, si ça fait plaisir et si ça rentre bien dans le reste de l'univers. On est parti, action. Donc l'épisode commence avec une Shoko alitée à l'hôpital après ses combats, après son dernier combat contre Eris, qui a à son chevet Athéna qui est là pour lui parler, alors bien sûr prendre de ses nouvelles, mais surtout pour lui donner une nouvelle beaucoup moins réjouissante. Elle va simplement l'inviter à ne plus combattre, à ne plus être une Santia, à ne plus revêtir l'armure du petit cheval. En effet, elle rappelle qu'à la base, il y a encore de ça pour nous 4 épisodes, mais dans la série quelques jours, Shoko était potentiellement une lycéenne, absolument pas destinée à devenir une Santia, contrairement à sa sœur. Ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le power creep de Shoko était en fait un cadeau temporaire. C'est clair, c'est net, elle n'était pas destinée à être une Santia et on le lui rappelle. Ça me va, ça me plaît. D'ailleurs les élèves de Mayura vont tout simplement débarquer chez son père, donc c'est bien son père, hein, et chez elle pour récupérer l'armure du petit cheval, en pièces complètement détruites. Est-ce qu'on peut déjà imaginer un prochain power creep, hein, puisqu'on va devoir la réparer, peut-être avec du sang d'Athéna, je sais pas. Ça, on verra dans la suite, bien entendu. Mais dans tous les cas, on lui reprend son armure. Et ça, c'est plutôt moche, parce qu'elle se retrouve sans armure, sans sœur, et puis, je suppose, en ayant raté une bonne partie du lycée, donc à devoir se retaper les partiels en juin. Suite à cela, donc, Shoko n'a plus son armure, et on passe à un autre élément de l'anime ultra important, l'organisation du tournoi galactique. J'ai enfin compris pourquoi les fans qui ont déjà lu le manga m'ont toujours dit que Kurumada avait fait matcher Santia Show avec le manga original. On va vraiment regarder ça. Pour le coup, c'est très bien fait. On va tout simplement comprendre les réels tenants et aboutissants du tournoi intergalactique, qui ne sont pas en fait de récupérer l'armure du Sagittaire pour avoir un nouveau gold, non, c'est de mettre en exergue le vrai ennemi, le grand peuple du sanctuaire. Athéna sait déjà que c'est un traître, sait déjà qu'il va y avoir une réaction. Et c'est pour ça qu'elle a créé ce tournoi. D'une part, pour découvrir les potentiels nouveaux Saiyans qui pourront mener de front une guerre sainte. Et d'un autre côté, on va voir un petit peu pour peut-être faire réagir le grand peuple. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très bien amené. Toujours dans le même cadre, donc dans les murs de la Fondation Grade, on découvre un nouveau personnage, une nouvelle Santia, Xiaolin, pas celle de Dynasty Warrior, Xiaolin du Petit Ours. Je pense qu'elle va prendre le rôle de comique relief un petit peu nul. Hein. J'ai pas l'impression que c'est vraiment une Santia qui va peser dans la balance. Je vous le dis cash, j'ai trouvé son casque avec l'armure qui protège ses petits chignons un petit peu ridicule hein, en termes d'ergonomie et de défense. Enfin, je sais pas. C'est pas un personnage qui, je pense, va être beaucoup développé dans l'anime et qui va être très intéressant. On découvre aussi un autre personnage. Une autre nouvelle Santia qui est présentée comme étant en quelque sorte la doyenne de la volée de l'académie de Santia de Kyoko. Donc a priori une Santia très forte, Katia de la couronne boréale. Alors déjà,
je trouve que ça claque. Katia de la couronne boréale, rien que là, ça fonctionne. Grosse différence, elle est au service du grand peuple. Le grand peuple lui a dit qu'Athéna était une traîtresse, une usurpatrice. Elle semble avoir fonctionné, ça semble avoir fonctionné, elle semble avoir marché dans le jeu, et elle a donc rejoint les rangs du grand peuple. Le grand peuple qui va d'ailleurs lui ordonner de retrouver Athéna pour la tuer tout simplement, et pour l'épauler, plus ou moins, ou pour l'accompagner. Il va la flanquer de deux des chevaliers d'argent les plus ringards de l'histoire de Sanseiya, hein, Georges de la Croix du Sud et Juan du Tacos Nocturne, je ne sais plus, mais on va y revenir à ces personnages-là. Dans tous les cas, on découvre Xiaolin de la Petite Ours, Santia qui va probablement faire partie du Big Five, et Katia de la Couronne Boréale, doyenne, antagoniste probablement de Kyoko, un petit peu à l'image de Ikki pour l'instant, hein, on a quand même des retours émotionnels, il y a des traits de caractère qui se retrouvent dans certains personnages. Et on continue donc puisqu'on repasse sur Shoko qui se balade en ville paisiblement et qui va rencontrer Seiya. Et oui, nos cœurs de petits fans vont commencer à vibrer. Nous avons une rencontre entre Seiya et Shoko. Et que dire de cette rencontre? Franchement, c'est Sanseiesque à mort. Seiya fait du Seiya et en quelques échanges, on comprend directement le rapport qui se crée entre Shoko et lui. C'est juste excellent. Il prend d'abord un rôle de grand frère quelque part, et on va redévelopper ça, je vais redévelopper ça un petit peu par la suite, mais on va voir qu'il va vraiment devenir un mentor indirect, sans même le savoir pour Shoko. Et cette scène est très bien faite. Seiya qui fait preuve d'une empathie et d'une gentillesse à outrance bien entendu, et qui match, c'est vraiment excellent. C'est une scène qui m'a rappelé les prémices, qui m'a vraiment rappelé des rencontres sanseiesques, et j'appréhendais un petit peu l'arrivée de Seiya, puisqu'on va voir qu'il est présent dans cet épisode, encore dans la deuxième partie de l'épisode, et on va reparler. En tout cas là, vraiment, la rencontre Shoko-Seiya qui se passe en ville, un petit peu par hasard, alors si on veut, hein, on sait qu'on est quand même dans quelque chose de cosmique, donc est-ce que c'est vraiment du hasard? Dans tous les cas, elle rencontre Seiya qui sera en fait son inspiration. Et ce sera développé dans la scène suivante, hein. On va être téléporté du côté spectateur du tournoi galactique, d'abord dans un premier temps chez Shoko, qui regarde via la télévision, qui regarde à la télé le tournoi intergalactique, avec des combats qu'on connaît, hein, Seiya contre Geki par exemple. Je vais souligner une petite chose d'ailleurs. Je fais remarquer que dans l'anime, étrangement, ils ont fait le choix de mettre les armures V1. Dans l'anime Santiacho, donc ils ont repris les armures de l'anime. Je rappelle que les V1 n'existent pas dans le manga, à la base c'est uniquement pour l'anime qu'elles ont été conçues. Je vais enculer ma petite mouche pour cet épisode. D'un côté, on a Saori qui sait déjà qu'elle est Athéna, ce qui cale par rapport au manga. Et de l'autre côté, ils font le choix esthétique de reprendre les V1 de l'anime. Est-ce que ça pèse sur l'épisode? Est-ce que ça change quelque chose? Non, mais j'étale ma science. Bref, combat, et on passe à la scène suivante. Shoko et sa random amie, ont des tickets pour aller voir un combat en live à l'arène. Et il se trouve que c'est un des combats les plus épiques de Sanseiya. Il s'agit bien sûr du combat Seiya-Shiryu, avec la finalité qu'on lui connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on va suivre le point de vue de Shoko pendant le combat. Et là, de nouveau, moi je peux que dire Kurumada, GG, on comprend très bien la projection que Shoko fait sur Seiya. On comprend le rapport de courage, le fait de ne jamais abandonner, l'abnégation, les valeurs que dégage Seiya. On comprend que Shoko s'en inspire. Elle est en train de pomper la personnalité, ou du moins de pomper les valeurs de Seiya via ce combat et via toutes ces émotions qu'elle vit, elle, à travers ce combat. Elle devient quelque part, indirectement, sans même que lui le sache, sa disciple. Seiya devient en quelque sorte le mentor moral de Shoko. Et sans avoir besoin, plus que ça, de faire interagir les personnages. Tout simplement parce que ça a été bien amené dans la scène de la rencontre. Et ces scènes-là sont bien mises en avant. Elles sont suffisamment bien construites pour qu'on comprenne et qu'on ressente tout ça. Alors il y a une petite scène où Seiya fait un clin d'œil à la fin en partant sur le brancard à Shoko, qui peut se discuter. Et éventuellement, s'il y avait une deuxième petite mouche qui passait. Mais encore, franchement, c'est une scène qui a fonctionné. Je me demandais comment ils allaient amener ça. Maintenant, j'ai déjà compris comment ça va se passer et pourquoi est-ce que Shoko est inspiré par Seiya. Et il commence à nous habituer à découper les épisodes un petit peu en deux grosses parties. Là, on arrive dans la deuxième partie de l'épisode, la partie baston. Athéna est donc avec Mi et Xiaolin toujours dans l'arène et elle est rejointe par Katia, Georges et Juan qui ont donc été envoyés par le grand pop pour l'assassiner. Il y a un élément là que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'ils vont parler du tournoi intergalactique entre eux. Donc ils vont discuter, vraiment Athéna va parler avec Katia. Et
ils vont mettre en exergue les valeurs des Saints et du tournoi intergalactique. En effet, le tournoi intergalactique a pour but de déterminer celui qui est le meilleur, de manière à ce qu'il puisse s'élever personnellement en portant l'armure d'or du Sagittaire. Quelque part, c'est ultra égocentrique. Et le grand peuple utilise ça dans son discours, le dit, la vraie Athéna ne ferait jamais un tournoi pareil. La vraie Athéna n'irait jamais à l'encontre des valeurs morales des chevaliers en les faisant s'affronter pour le spectacle, parce que c'est ça que c'est en réalité. Il y a du public, etc. Ils combattent pas pour la morale, ils combattent pas pour leur déesse, ils combattent pas pour défendre la planète, ils combattent pour le spectacle. C'est de l'UFC galactique. Et du coup, j'ai aimé ça. En effet, ça va à l'encontre des principes moraux des Saints. Et ce que dit le grand peuple n'est pas entièrement faux. Du coup, on peut comprendre, de nouveau, ça rajoute un petit peu des épices à la salade de l'arc sanctuaire, parce qu'on se rend compte qu'en fait, le grand peuple a pu manipuler de nombreux chevaliers avec des arguments qui sont pour le coup tout à fait valables, même si Athéna organise ça pour des raisons complètement différentes. Enfin voilà. Donc le combat commence, hein. Les deux chevaliers d'argent restent en retrait et c'est Katia de la couronne boréale qui s'y colle. Elle va se débarrasser de Mi et de Xiaoling qui, comme prévu, ne montrent pas grand-chose, en tout cas dans cet épisode, assez facilement. Et là, bien sûr, intervention de Shoko qui a ressenti quelque chose lorsqu'elle retournait chez elle, etc., qui revient pour s'interposer, qui va tenir tête à Katia, qui va revêtir l'armure du petit cheval. Non. Et inspirée par les météores de Pégase, elle va reproduire le kata hein, de Seiya pour les Pegasus Ryusenkei. Et elle va la coucher tout simplement, hein. Elle va la mettre hors d'état de nuire aussi, grâce aux météores du petit cheval. Alors oui, je sais, les météores du petit cheval. Du coup, les deux chevaliers d'argent vont intervenir et c'est là qu'il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Au-delà du fait que ces combats sont beaucoup moins rushés dans cet épisode que dans l'épisode précédent, on a plus le temps vraiment d'apprécier la chose. Ça veut dire concrètement, et d'ailleurs c'est dit concrètement, Katia de la couronne boréale, qui est présentée comme une Santia quand même hyper puissante, est inférieure en termes de puissance aux deux chevaliers d'argent, de la Croix du Sud et du Tacos Nocturne. J'arrive vraiment pas à me rappeler, voilà. Bref, elle leur est inférieure. Ils lui disent, tu fais pas le poids. D'ailleurs, il y a une petite intervention de Katia qui dit non, défendu par des hommes, c'est scandaleux. Mais toujours est-il que là, d'après le Power Creep qu'ils nous disent, Katia de la couronne boréale, qui est censée selon moi être une des Santia les plus puissantes, ou du moins avec le plus gros potentiel, est inférieure à deux chevaliers Silver random. Je rappelle que Mi a one-shot une dryade avec Even Milestorm. Ça complique encore, pour moi, la hiérarchie. J'ai du mal à replacer les Santia dans la hiérarchie de puissance cosmique, quoi. Parfois, elles sont super pétées au niveau presque des Gold. Des fois, elles sont complètement inférieures à des Silver, même les plus fortes d'entre elles. Sans parler de Shoko. Bon, voilà, Shoko, c'est un peu en mode Deus Ex Machina, donc elle va pouvoir upper son cosmos, etc. Mais là, globalement, ça pose problème. Ça aurait presque dû être l'inverse. Elle aurait dû défoncer les chevaliers d'argent et après, le reste arrive. Je vais continuer hein, dans ce qui se passe dans l'épisode. Mais voilà, ça, c'est de nouveau ces petits détails. C'est un petit détail, c'est un petit problème de power creep. Je n'arrive pas à hiérarchiser du coup Katia de la couronne boréale. Est-ce qu'elle est plus forte que Shoko? Logiquement, elle est moins forte que Mi, mais moins forte que les chevaliers d'argent. Mi qui a quand même one-shot une dryade, donc c'est assez compliqué. Bref, selon moi, un petit point noir dans l'épisode aussi. On continue. Pour les préserver, parce que du coup les deux chevaliers d'argent interviennent et vont attaquer Shoko. Et bien sûr, il y a Mi et Xiaoling qui sont toujours là et Athéna. Mayura, chevalier d'argent du pan qui pète la classe, les téléporte à l'abri. En gros, elle empêche les deux chevaliers d'argent de les attaquer et de combattre. Et c'est elle qui va s'y coller. Et là, les amis, on va vraiment vite comprendre que Mayura, en fait, elle n'a pas besoin d'un Driss. Et ben oui, donc les Santia sont téléportés en sécurité hein, sur la montagne de Mayura. Mayura se retrouve en face des deux chevaliers d'argent et de Katia qui s'est un petit peu reprise. Et là, on apprend qu'en fait, elle bloque volontairement ses 5 sens en période de paix pour développer ses autres sens, son 6e, son 7e, son 8e sens peut-être, au-delà des capacités normales des chevaliers d'argent, bien entendu. Ce qui fait qu'en fait, c'est un chevalier légendaire. Elle n'est pas du tout handicapée, malade ou souffrante. Elle bloque volontairement ses 5 sens. C'est juste excellent. C'est juste excellent. Moi, ça m'a fait vibrer. J'ai beaucoup aimé. J'attendais beaucoup de Mayura. Là, pour le coup, ça m'a satisfait. Ça m'a vraiment satisfait. Elle est là. Elle se légumifie pour devenir plus forte et développer ses autres sens. Et quand il y a besoin, bing, elle revient. Hein. On est sur du Shaka qui ouvre les yeux en mode
voilà, 5 sens d'un coup, quoi. Donc vraiment, ça m'a bien plu. Et bien entendu, elle balaye littéralement Juan, George et Katia sans aucune difficulté. C'est posé, hein. Mayura, elle mode D, elle botte D, elle mode D, elle botte des culs en mode World Boss. C'est un personnage qui va claquer la badassitude. Je me réjouis de la voir dans la suite. Et nous arrivons à l'ending de l'épisode qui va simplement en fait rattraper les débuts de la série, les tout débuts du manga du tournoi intergalactique. Dans cet épisode, on a eu aussi une rapide introduction d'Aphrodite. Aphrodite qui a été mandatée par le Grand Pop pour aller récupérer Athéna depuis que Mayura l'a téléportée. Il va y aller, il va enlever Athéna, ce qui va en fait être le prémisse à tout le reste, à tout ce qu'on connaît du côté du Big Five Sanseiya standard, et on va voir comment ça va se développer du côté Santiacho. Et je m'arrête rapidement sur Saga que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'on développe Saga de manière plutôt intéressante. On voit que Evil Saga et Saga, le bon Saga, hein, Saga cheveux bleus, Saga cheveux gris, se tiraillent. C'est bien sûr Evil Saga qui est aux commandes, mais le bon Saga lui parle, il a un conflit moral interne, il a cette schizophrénie des Gémeaux. C'est très bien rendu, même si c'est plutôt court. On a aussi toute une sorte de... une voyante, hein, ça j'ai pas très bien compris qui c'est exactement, mais en gros il a le droit à une prédiction qui lui explique que les 5 étoiles dans le ciel, à savoir le Big Five, et l'étoile la plus lumineuse, donc celle de Pégase, seront les étoiles qui mettront un terme à son aventure, à sa dark aventure. J'ai bien aimé qu'on développe Saga à travers Santiacho, on en voit un petit peu plus. J'avais peur que ça reste aussi un peu au stade de, voilà, de grand maître qui manipule, on en sait très peu. Et ben là non, il commence déjà à nous développer un petit peu le personnage, on a des scènes quasiment, des scènes inédites, hein, et qui pourtant cadrent à l'arc original. Franchement, super. En bref, un très bon épisode, avec un rythme soutenu, qui n'est pas rushé autant que les autres, ça c'est vraiment bien. Plein de références, sans tomber non plus dans le sentimental à outrance, hein. C'est pas un épisode sur Seiya. Seiya est un élément de l'épisode, donc ça c'est vraiment bien. Les intrigues commencent à se développer de manière un petit peu plus claire. Moi j'ai envie de dire vivement la suite. Je vous invite à vous abonner, lâcher un petit like si tout ça vous a plu. Et je lâche un petit mot rapidement pour une page Facebook, les Chevaliers du Zodiaque francophone. Je vous invite à aller voir, il y a plein de surprises qui vous attendent. Et peut-être même des très bonnes surprises liées à Santiacho. Au-delà de ça, il y a une communauté super active pour échanger avec votre passion. Autour de votre passion, c'est mieux dit. Allez, ciao tout le monde, bonne semaine.